Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Lucille Boulanger qui vient nous présenter son premier album solo dédié à Bach et Abel. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous débutez votre apprentissage de la viole de gambe à l'âge de 5 ans auprès de Christine Plubeau et poursuivez vos études avec Ariane Morette, Jérôme Antaille et enfin Christophe Roin au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Vous remportez de nombreux prix lors de prestigieux concours internationaux tels que le concours Bach-Abel à Köthen, le Concorso della Società Umanitaria à Milan et le concours Musica Antiqua à Bruges. Depuis, vous produisez avec Philippe Pierlot, François Lazarevitch, Justine Taylor ou les ensembles L'Achéron, Pygmalion, Correspondance, Vox Luminis et les Épopées. La revue musicale de la BBC vous considère comme la Jacqueline Dupré de la viole de gambe. Je vous propose de débuter notre entretien par l'Allegro non molto du trio pour clavecin, viole de gambe et basse en do majeur de Johann Gottlieb Graun. Notre invité, Lucille Boulanger, est entourée d'Arnaud de Pasquale et Laurent Stewart.
L'Allegro non molto du trio pour clavecin, viol de gambe et basse en do majeur de Johann Gottlieb Graun. Notre invité, Lucille Boulanger, était entourée d'Arnaud de Pasquale et de Laurent Stewart. Dis-nous, Lucille, venez-vous d'une famille de musiciens? Oui, enfin oui et non. J'ai une famille de musiciens et de mélomanes. Mon père est musicien et ma mère est musicienne amateur et comédienne, très mélomane. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Assez peu pour la musique ancienne, à part Wieland, Kweken. J'espère bien prononcer ici en Belgique. Évidemment Jordi Savall, mais finalement assez peu parce que j'avais déjà commencé la viole quand le film Tous les matins du monde est sorti. Après, j'ai écouté beaucoup de jazz. Donc voilà, Keith Jarrett, des gens comme ça, Brad Meldo. Alors, comment avez-vous découvert la viole de gambe? Alors tout simplement, d'aussi loin que je me souvienne, j'allais au concert, avant même de pouvoir marcher, peut-être même dans le ventre de ma mère, j'allais au concert. Donc j'ai vu des viols aussi loin que des viols de gambe, d'aussi loin que je me souvienne. Mais je me souviens assez précisément d'un concert à la Chapelle Royale où il y avait une violiste en particulier qui était Christine Plubot, avec un très bel instrument, dans un cadre très beau, très exceptionnel, avec de la très belle musique. Et à ce moment-là, j'ai vraiment décidé, je veux faire ça. J'avais amené une copine d'école avec moi, j'avais décidé pour elle qu'elle allait aussi faire ça. Et du coup, on est allé, après le concert, voir Christine avec ma mère et lui demander si elle accepterait de me donner des cours. Et c'est quoi? C'est la sonorité? Alors c'est loin, hein, c'est un souvenir d'enfant. J'ai commencé à 5 ans, mais ce concert, je devais en avoir 4. Je pense que c'était un tout, c'était ce répertoire-là, c'était oui le son, c'était probablement aussi l'allure de cette femme qui était une grande blonde très mince, très élégante, qui jouait, je crois, une viole très décorée. Voilà, je pense que c'était un ensemble de choses sonores et visuelles qui sont un peu floues maintenant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quelle est la différence entre le violoncelle et la viole de gambe? Alors, il faut imaginer que la viole de gambe, ça n'est pas juste un instrument de basse, mais c'est toute une famille d'instruments que les violistes doivent tous jouer, en théorie, avec grand plaisir d'ailleurs, ça permet de changer. Et la famille des viols est une famille cousine de la famille des violons. Donc cette famille des viols de gambe est une famille avec plus de cordes, 6 cordes ou 7 cordes parfois pour la basse, et elle a des frettes, c'est-à-dire des morceaux de cordes noués horizontalement, comme la guitare. Et donc, il faut imaginer que c'est une sorte de luth à archet ou de guitare à archet. C'est une famille qui est à mi-chemin entre celle des violons, qui peut jouer mélodique, et celle des luths ou des guitares, qui peut jouer des accords, qui peut du coup s'auto-accompagner, ce qui fait l'objet de ce nouvel album,
C'est un instrument qui a tout un répertoire solo, parfois en tablature, comme pour la guitare. C'est un instrument qui est aussi accordé en quarte avec une tierce au milieu. Donc voilà, on ne peut pas faire exactement les mêmes choses que sur un violoncelle. Et l'instrument de la famille le plus connu, c'est la basse de viol, qui en effet est de la même tessiture que le violoncelle, mais d'une famille cousine ou rivale, pourrait-on dire. Alors, je vous propose de continuer à vous écouter avec le Carillon de Passy, extrait de la 4e suite en sol mineur d'Antoine Forqueray. Notre invité, Lucille Boulanger, est entourée de Romain Falic et de Claire Gautreau.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, le carillon de Passy, extrait de la 4e suite en sol mineur d'Antoine Forqueray. Notre invitée, Lucille Boulanger, était entourée de Romain Falic et de Claire Gautreau. Alors, vous avez la volonté d'élargir le répertoire de la viole de gambe, notamment par le biais de transcription. Comment procédez-vous ? Alors ça dépend. Parfois, à vrai dire, le terme de transcription est presque usurpé parce qu'il suffit de prendre la partition et à vue de la jouer simplement, par exemple, en la baissant d'une octave ou en transposant quelque chose, mais je n'ai pratiquement rien à changer. Donc ça a été le cas, par exemple, de la bourrée anglaise sur le disque Barabel. Parfois, au contraire, il y a tout un travail de réécriture où vraiment je dois modifier énormément de choses dans la musique pour la rendre jouable sur la viole de gambe. Là, pour ce disque, j'ai procédé en privilégiant des mouvements qui existaient déjà dans plusieurs versions chez Bach. Donc que Bach avait déjà transcrite lui-même, parce que ça me permettait de voir, de distinguer ce qui est l'essence de la musique, même si les notes sont différentes. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui reste entre deux versions ? Par exemple, entre un mouvement qui est écrit pour le violon avec très peu de notes et le même mouvement que Bach transcrit avant ou après, d'ailleurs, on ne sait pas, pour le clavecin, donc avec beaucoup plus d'accords, de manière plus fournie, plus ornée. Finalement, c'est la même musique, même si ce n'est pas le même texte. Et du coup, c'était très intéressant pour moi de me glisser parfois entre ces deux versions pour en créer une troisième, en essayant de ne pas dénaturer l'essence d'un mouvement, même si on en change les notes, même si on le transpose, même si on modifie l'ordre des notes dans un accord, même si... voilà. Et vous semblez dire que la transcription était très courante à l'époque où on jouait de la viole de gambe, c'était quelque chose Absolument. de Oui. très très courant. Toute la période Renaissance baroque, les mouvements sont rarement vraiment écrits spécifiquement pour un instrument, ça arrive. Ça arrive chez Bach d'ailleurs, avec une idée plutôt avec un choix de timbre ou un choix de rhétorique, par exemple dans ses passions, la passion selon Saint Jean ou selon Saint Matthieu. Il va choisir un instrument pour tout un imaginaire, pour un son, pour un timbre, parfois pour les difficultés qu'un instrument va avoir à jouer un mouvement, c'est-à-dire pour exprimer le labeur, quelque chose qui est pénible, par exemple. Donc il va utiliser aussi les fragilités et les handicaps d'un instrument. Mais parfois, il nous laisse des versions, par exemple pour les sonates avec clavecin obligé et viole. La première sonate, par exemple, existe aussi pour 2 flûtes traversières et basse continue, donc 2 instruments à l'unisson. Voilà. Et la musique reste complètement inchangée, c'est simplement transposé. Donc on voit que parfois le matériau il est beaucoup plus abstrait et que finalement, peu importe sur quel instrument on va le jouer. Mais en effet, c'était très, très courant à l'époque, comme l'improvisation, comme... un tas de pratiques libres. Alors, vous commandez également des œuvres nouvelles. Comment s'effectuent vos choix en la matière ? C'est important pour vous d'élargir le répertoire. Oui. Pour la collectivité, pour l'instrument, mais aussi très égoïstement pour pas m'ennuyer, pour avoir l'impression de sans arrêt avoir des défis à relever. Mes choix, alors parfois c'est des compositeurs qui me contactent. J'ai eu beaucoup de demandes, enfin de propositions. C'était même parfois difficile, absolument, ouais. Et je ne sais pas si j'ai pu m'en rendre digne parce que parfois on n'a même pas le temps de vraiment travailler les pièces qui nous sont envoyées. Parce que rentrer dans le langage d'un compositeur, ça prend du temps. Donc des fois, j'aurais voulu honorer des messages qui m'ont été envoyés ou des partitions, mais ça m'aurait demandé à chaque fois 2 jours de travail simplement pour dire ce que j'en pensais ou si c'était jouable. Donc voilà, on n'a pas toujours ce temps à disposition. Parfois, c'est des suggestions. Par exemple, là, je vais créer le mois prochain une pièce de Claire Mélanie Sinubert qui m'a été suggérée par Radio France, qui lui a passé commande. Donc voilà, je suis très ouverte en matière de style. Je suis volontairement un peu naïve. C'est-à-dire j'exerce assez peu de jugement sur le langage des compositeurs. Justement, plus c'est varié, plus ça m'intéresse. Ça va du néo-baroque à des choses extrêmement contemporaines. Là, je vais aussi créer une pièce avec des quarts de ton. Une pièce très harmonique en quarts de ton, donc où on rajoute 2 fois plus de frettes sur l'instrument. Donc voilà, à chaque fois, on bascule dans un autre univers où on a l'impression qu'on ne sait plus rien faire, qu'on est nul, qu'on est débutant, qu'on ne va jamais y arriver. Et puis, voilà, il faut y arriver. Donc, c'est le challenge aussi qui vous intéresse. Absolument, ouais. Et puis là, du coup,
on se découvre nous-mêmes, on découvre d'autres facettes de notre instrument. L'oreille évolue, c'est-à-dire cette pièce, par exemple, avec l'écart de ton, moi, rapidement, a fait évoluer mon oreille pour saisir des nuances que je ne saisissais pas, ou déplacer ma notion de ce qui est consonant et ce qui est dissonant, par exemple, c'est-à-dire des accords qui n'ont plus d'intervalles spéciaux, mais qui, normalement, dans le langage usuel, seraient très dissonants, me paraissent tout à coup complètement consonants et confortables, parce qu'il n'y a rien de très spécial. Oui, il faut une grande ouverture d'esprit quand on aborde ce genre d'œuvre, j'imagine. Oui, ouais. Et je crois qu'il ne faut pas forcément passer par la question de est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. En fait, parfois, la pièce demande tellement de travail qu'on est obligé d'aimer, à force. Enfin, on est obligé, pour la défendre, de rentrer dans un langage, de le comprendre et de l'aimer. Et de s'y plonger corps et âme pour en découvrir la substantifique comme moelle, je dirais. Oui, autant que possible. Ouais. Alors, revenons à la musique. Je vous propose d'écouter l'allegro de la sonate en mi mineur pour flûte et continuo de Jean-Sébastien Bach. Le flûtiste François Lazarevitch est entouré de notre invité Lucille Boulanger, de Thomas Dunfort et de Jean Rondeau.
L'allegro de la sonate en mi mineur pour flûte et continuo de Jean-Sébastien Bach. Le flûtiste François Lazarevitch était entouré de notre invité, Lucille Boulanger, de Thomas Dunford et de Jean Rondeau. Il s'agit de publication du label Alpha. Alors Lucie, comme vous l'avez dit, vous sortez cette année votre premier récital solo consacré à Jean-Sébastien Bach et Carl Friedrich Abel. Qui était Abel ? Alors, Abel, il faut vraiment imaginer que pour nous autres violistes, c'est un personnage complètement central de notre répertoire, parce que c'est l'un des derniers grands virtuoses de la viole. Il est né en 1723 à Köthen. Bach venait juste de partir de Köthen et était très très ami avec le père Abel, Christian Ferdinand, qui jouait également de la viole, mais du violoncelle. Et donc le jeune Abel a Jean-Sébastien Bach pour parrain, et il viendra très probablement le voir à Leipzig quand il sera un peu plus grand pour prendre des cours. C'est ce que nous disent plusieurs témoins de l'époque comme Burney, même si on n'a pas de traces de Abel comme élève à Saint-Thomas à Leipzig. Voilà, et ensuite le fils Abel, donc Carl Friedrich, ira, comme beaucoup d'Allemands à cette époque, en Angleterre, faire carrière et faire business aussi, je pourrais dire, pour créer une des premières sociétés de concerts publics qui s'appelait les concerts Bach-Abel. Et Bach, du coup, c'était pas Jean-Sébastien, c'était un des plus jeunes fils, Jean Chrétien, avec qui Abel va s'associer. Donc en fait, on voit que la famille Bach et la famille Abel est liée sur plusieurs générations. Donc, si je comprends bien, Abel a beaucoup composé pour votre instrument. Oui, aussi pour beaucoup d'autres instruments, parce que avec ces concerts publics, il devait produire aussi beaucoup de musique. Donc, il a écrit des symphonies qui ont été très admirées par Mozart. Même une de ses symphonies a été copiée par Mozart et on a longtemps cru que c'était du Mozart, mais c'était du Abel. Il a écrit beaucoup de musique de chambre, beaucoup de musique en fait facile, je pourrais dire, assez légère, facile. Pas forcément tant à jouer, mais qu'à écouter. De la musique destinée à la détente, au divertissement public. Et pour la viole, il a composé beaucoup de choses, mais il a aussi beaucoup improvisé. Et la viole restait souvent son instrument favori pour l'intime. Et donc les pièces que je joue dans ce disque viennent d'un manuscrit qui n'a jamais été publié, qui est plein de ratures, de brouillons, de morceaux de phrases, voilà, et qui est probablement une trace d'improvisation écrite. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de témoignages de contemporains de Abel qui décrivent le monde qu'il y a entre la musique pour l'extérieur, pour le commerce, pour le divertissement, la musique publique, et la profondeur de sa musique quand il improvisait en privé, avec une bouteille de rouge, pour ses amis. Voilà, et qu'il y avait quand même un monde entre ces deux musiques-là, qu'il était capable d'une immense profondeur qu'on ne soupçonnait pas dans les concerts publics. Alors l'autre compositeur qui est présent sur ce double album que vous sortez est Jean-Sébastien Bach. Il ne semble pas avoir composé d'œuvres pour la viole de gambe à proprement parler. Alors comment avez-vous procédé pour choisir et adapter certaines de ses œuvres pour ce disque? Alors, je me permets une toute petite correction. Il a écrit pour la viole, donc les 3 sonates pour viole et clavecin obligé, les airs des passions dans la Saint-Mathieu et dans la Saint-Jean, beaucoup de cantates, dans la musique de chambre, dans les concertos brandebourgeois, etc. Il ne l'a pas écrit, en revanche, pour la viole seule. En tout cas, on n'a pas de traces de ça. Donc, c'est la petite nuance. Pour constituer ce programme, j'ai choisi en priorité, j'ai eu 2 critères principaux. Le premier, c'était quand même d'avoir en tête ce rapprochement avec la musique de Abel, donc de chercher des pièces où je sentais une filiation, des points communs. Donc par exemple, la dernière suite pour violoncelle, j'en ai tiré 3 mouvements.
que j'ai reconstitué dans une suite avec d'autres choses que j'ai glanées de part et d'autre. Parce que cette suite a déjà quelque chose de très galant, c'est-à-dire un petit peu le style un peu tardif de Abel, avec des tournures harmoniques qui ressemblent beaucoup, avec une écriture très ornée, très fleurie, beaucoup de petites notes autour. Et l'autre critère, c'était, comme j'ai dit précédemment, de choisir des pièces que Bach avait déjà transcrites, donc pour lesquelles j'avais déjà plusieurs versions, et pour lesquelles c'était très intéressant de comparer les différentes versions, parfois de choisir l'une ou l'autre, suivant les passages, et parfois de créer un troisième chemin plus adapté à mon instrument. Et donc, toutes ces pièces-là, après, je les ai réassemblées en une grande sonate et une grande suite, plus un petit prélude et bourré, selon la technique de la parodie ou du pastiche, qui n'a rien d'humoristique, même si aujourd'hui ça sonne comme ça. C'était une manière c'était du recyclage, en fait, que Bach faisait lui-même, de réutiliser une musique déjà destinée à autre chose pour un autre contexte. Et c'est pas du tout un manque de sérieux de sa part, parce que c'est quelque chose qu'il va faire justement pour des pièces pleines de sens, donc en préparation, enfin je veux dire, pour la musique funèbre du prince Léopold, par exemple. On sait qu'après, c'est un matériau qu'il va réutiliser pour la Trauerode, pour la mort de la reine de Pologne, ou pour la Saint-Matthieu. Donc voilà, il ne fait pas ça avec de la petite musique du dimanche. C'est des choses qui sont pleines de sens, et on peut changer le texte sur cette musique sans trahir le sentiment ou la sincérité de la composition. Alors je vous propose d'écouter la sarabande et les gavottes tirées de la 6e suite pour violoncelle seul en ré majeur de Jean-Sébastien Bach, suivie de la gigue d'après l'allegro en la majeur de Carl Friedrich Abel.
La sarabande et les gavottes tirées de la 6e suite pour violoncelle seul en ré majeur de Jean-Sébastien Bach, suivi de la gigue d'après l'allegro en la majeur de Carl Friedrich Abel. Notre invitée, Lucille Boulanger, en était l'interprète. Alors Lucille, avant d'être la brillante musicienne que nous connaissons, si mes informations sont exactes, vous aviez commencé très tôt une autre carrière. Oui, absolument. C'était en parallèle, en fait. Également, à partir de l'âge de 4 ans, j'ai été enfant du spectacle. Voilà. Donc, j'ai tourné dans des films. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est voix off, donc que ce soit en doublage, en publicité ou en... Et quel souvenir gardez-vous de ces expériences ? C'est très large parce que c'est une activité de 20 ans, 25 ans. Le souvenir d'un sens du professionnalisme très tôt, c'est-à-dire que voilà, à 4-5 ans, on comprend qu'on est enfant, qu'on a le droit de dire oui ou non à un projet, mais qu'une fois qu'on est engagé, ça signifie quelque chose. Voilà, qu'on fait partie d'une production, qu'il y a toute une équipe qui est là et qu'il n'y a pas trop de place pour le caprice. Donc un sens de l'engagement et de ce que signifie faire un choix professionnel. Et puis, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses très différentes, c'est-à-dire de très bonnes expériences, d'autres beaucoup moins bonnes. Enfin, des choses qui sont très communes aussi avec ma profession de musicienne, finalement. Ça a été difficile de choisir entre les deux ? Alors, en fait, pendant tout un temps, j'ai refusé de choisir. Je voulais vraiment faire les deux. J'avais tout un plan de... présenter le Conservatoire d'art dramatique, puis le CNSM, parce que la limite d'âge, enfin tout ça était bien élaboré. Et je résistais vraiment à cette chose que j'entendais depuis que j'étais enfant. Il va falloir choisir, on ne peut pas bien faire de choses. J'étais absolument convaincue du contraire. Et en fait, ça a été difficile d'admettre que finalement, je n'avais plus envie d'être comédienne parce que ça donnait raison indirectement à tous les gens qui m'avaient poussée à choisir, alors que je reste convaincue que ce n'était pas... nécessaire. On fait les choses différemment, mais c'est pareil, les gens qui jouent 2 instruments ou 3, finalement, ça se nourrit aussi l'un l'autre, donc ça fait la richesse d'un parcours. Alors Lucie, nous avons comme tradition de proposer à notre invité de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Alors, l'extrait d'un disque qui est sorti le même jour, par hasard, que le Bac à Bel, auquel j'ai participé, qui est un disque de musique de chambre autour de Telemann, avec un programme assez original pensé par Eric Boscraft, qui est flûtiste à bec, et qui a décidé de réunir des sonates avec viol de gambe et flûte à bec, notamment des sonates qui impliquent le dessus de viol. Le dessus de viol qui se marie, je trouve, très très bien avec la flûte à bec, parce qu'il y a quelque chose de très candide, de très pur. Alors on l'écoute maintenant.
Nous venons d'écouter la sonate en trio pour recordeur et viol de gambe de Telemann par Eric Bosgraaf, Lucille Boulanger, Robert Smith et Alessandro Piano. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Lucille d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à Paul Fromm d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.